Je suis descendu d'une Audi RS1. J'ai payé avec mon téléphone. La portière était encore ouverte. Ensuite, il a fermé la portière, le conducteur. Je l'ai vu repartir avec sa Audi RS1. Quand je me suis mis à genoux, un genou à terre, pour pouvoir renouer les lacets de mes chaussures, j'ai levé les yeux. J'ai levé les yeux, et là, je t'ai vu. Je t'ai vu seul dans le terrain de basket. Dans le terrain de basket, tu étais en train de défaire tes affaires, ou alors de les mettre. Je ne sais pas. Il a fallu que je m'approche un peu pour pouvoir remarquer que tu avais l'air triste, désemparé. Tu avais l'air de vouloir pleurer, au bord des larmes. Au bord des larmes, tu avais l'air de vouloir pleurer. Je suis venu près de toi, je me suis installé. Quand je suis venu près de toi et que je me suis installé, j'ai d'abord mis mes mains tout près de ton pied, mettant mes mains tout près de ton pied, sur tes chaussures, sur tes baskets. J'ai retiré les lacets, et j'ai levé la tête et je t'ai regardé. Je t'ai demandé avec une voix calme et apaisante, pour que tu puisses te calmer toi aussi avec une voix calme et apaisante. Je t'ai demandé, est-ce que je peux? Tu m'as regardé et tu as dit, ouais. Ta voix était faible, tu avais l'air de vouloir pleurer, encore et toujours. Je suis arrivé. Et ensuite, près de toi, je t'ai demandé en mettant ma main un peu plus haut sur ta jambe, est-ce que je peux aussi? Tu m'as regardé et tu as fait un signe de la tête. J'ai retiré tes protège-genoux et j'ai demandé si je pouvais regarder sur tes bras. Tu avais des éraflures, tu avais des éraflures, des griffures sur les bras. Je me suis assis à côté de toi, une jambe tendue et une jambe pliée. Je t'ai regardé et j'ai dit, comment est-ce que tu t'es fait ça? Tu as tourné la tête, tu t'es appuyé complètement sur le grillage. Moi, je me suis appuyé sur le grillage et j'ai tourné la tête. Et finalement, j'ai voulu te demander encore une fois comment est-ce que tu t'es fait ça. Mais je me suis dit que ce n'était pas le bon moment. Alors je t'ai retiré tes chaussures, je t'ai retiré tes protège-genoux, je t'ai retiré tes protège-coudes. J'ai regardé tes mitaines que tu avais à la main. J'ai tenu ton poignet et je t'ai dit, attends, je vais te les retirer. Je te les ai retirés, tu as commencé à arrêter de pleurer. Avec ton bras, tu as essuyé tes larmes d'un seul coup. Ensuite, avec tes mains, tu as essuyé tes larmes sur ton visage, sur tes joues. Sur ton visage, tu as laissé tes mains un instant. J'ai senti que tu as respiré. Tu as respiré, tu as pris une profonde inspiration. Tu m'as regardé, tu as ouvert les yeux. J'étais toujours là. J'étais en train de retirer tes chaussures. J'étais en train de retirer tes chaussures et j'ai regardé à l'intérieur de tes chaussures. Nous faisions exactement la même taille de chaussures, la même pointure. À l'intérieur de mon sac, j'ai été prendre d'autres baskets que j'avais pris. Idéalement, s'il m'arrivait un accident, quelque chose comme ça, ou que je marchais dans la boue. J'ai été chercher ces baskets dans mon sac, je les ai sorties. J'ai tiré les lacets et je les ai mis à ton pied. Finalement, je t'ai dit, vas-y, tiens, je te les offre. Je t'ai alors mis les chaussures, tu as fait les lacets, tu t'es mis à genoux devant moi. Moi, je me suis mis assis à côté de toi et je t'ai demandé, vas-y, maintenant explique-moi ce qui s'est passé. Tu avais l'air plus calme et plus serein. Tu m'as regardé et tu m'as dit, j'étais là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je suis tombé par terre. Je me suis évanoui, je savais plus respirer. Je savais plus respirer et une fois que j'avais les deux mains par terre, une fois que je regardais le sol, j'arrivais plus à me redresser. Je respirais, mais impossible de respirer correctement. Alors je me suis assis et j'ai attendu. J'ai soufflé, j'ai soufflé. Et c'est là que t'es arrivé. C'est là que t'es arrivé avec ton sac, que tu t'es assis à côté de moi, que tu as commencé à me retirer un par un mes protège-genoux, mes protège-coudes, que tu m'as retiré mes mitaines, que que tu m'as retiré mes chaussures et que tu m'as donné les tiennes. C'est comme ça que ça s'est passé à peu près. Ensuite, on a commencé à discuter et on en est venu là. Je t'ai regardé et je t'ai dit. Je t'ai regardé et je t'ai dit, à mon avis, t'as certainement dû faire une crise d'asthme. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai vu que t'étais nouveau ici. J'ai vu que tu t'es surpris et tu m'as regardé. Tu m'as demandé comment est-ce que je le savais. J'ai haussé les épaules. J'ai regardé alors ta voiture, une Golf GT qui était garée sur le côté.
une Golf GT blanche. Moi, j'ai regardé la voiture qui s'éloignait, une RS1, une Audi RS1, qui s'éloignait un peu plus. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit « Tu veux rire ?» Tu m'as regardé et tu as dit « Vas-y, essaie toujours. » J'ai essayé et finalement je t'ai dit « Tu veux savoir comment moi je suis venu en cours ? Pour mon premier jour de cours, je suis venu en Uber. Et pas n'importe quel Uber, une Audi RS1 blanche. Les Uber sont quand même censés être noirs. J'ai vu que tu as incliné la tête, que tu m'as regardé et que tes yeux brillaient un peu plus. Tu avais un léger sourire en coin. Je t'ai pris la main, je me suis levé, je t'ai tendu un bras. Je t'ai demandé de me prendre la main. Tu m'as pris le poignet et je t'ai relevé. Nous sommes partis vers le secrétariat afin de montrer que nous n'étions pas absents. À l'intérieur, on était en train de revoir nos couvertures. À l'intérieur du vaisseau, on était en train de revoir nos couvertures. Moi, Hunter, c'était 88. Denver, lui, c'était 74. C'était nos couvertures pour passer inaperçus. Lorsque nous sommes arrivés à la ville de Modrox, quand on est arrivé à la ville de Modrox, Modrox était une ville qui était construite sur un site de forage. Elle n'était pas seulement construite sur un site de forage, mais elle était construite à l'intérieur d'une crevasse, une crevasse profonde qui avait fissuré 2 continents. Cette crevasse profonde qui avait fissuré 2 continents, Modrox avait été construit tout le long de cette crevasse. Nous sommes descendus avec le vaisseau. Avec le vaisseau, nous sommes descendus. Le vaisseau est descendu en descente en rappel. Lorsqu'on est arrivé en bas, on a vu la ville de Modrox. La ville de Modrox était construite non pas seulement juste sur un site de forage, mais un site de forage qui était en train d'aller chercher du goudron et qui était en train d'aller chercher de l'essence, qui était en train d'aller chercher... Ce site de forage allait chercher de l'essence, allait chercher du goudron et allait aussi chercher du diesel en profondeur dans des rapides qui passaient juste en dessous de la ville. Quand nous sommes arrivés à Modrox, on s'est arrêté avec le vaisseau, juste au bord d'un immeuble qui était construit juste au-dessus d'une chute d'eau. Il y avait une chute d'eau qui tombait dans les rapides et juste derrière un immeuble qui avait l'air d'être un immeuble pour pouvoir y habiter. On s'y est installé, il n'y avait personne quand nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, il n'y avait personne. On a fouillé toutes les pièces une par une. Il y avait une grande salle de réunion. Finalement, on a peut-être pensé que ça pouvait être un bâtiment industriel. Ça pouvait peut-être être un bâtiment industriel, là où on pouvait peut-être faire des réunions, où on pouvait parler de projets, de produits, de lancement de produits ou encore de lancement de vaisseaux. On est arrivé dans ce bâtiment et on s'est installé. J'ai installé le vaisseau juste au-dessus. Le vaisseau a déployé ses ailes. Quand il a déployé ses ailes, je suis remonté dans le vaisseau. J'ai été chercher nos 2 cartes d'identité. À partir de maintenant, à Modrox, nous n'étions plus Hunter et nous n'étions plus Hunter et nous n'étions plus Denver, mais désormais, j'étais 88 et lui était 74. On cherchait quelque chose. À Modrox, ce qu'il fallait qu'on trouve, c'était une pierre noire. Il fallait qu'on trouve une pierre noire, appelée la pierre de Brut. Il fallait qu'on trouve la pierre de Brut, c'était une pierre noire. Cette pierre était fabriquée aux entrailles de Modrox. À l'intérieur de Modrox, il fallait qu'on trouve cette pierre. On a cherché dans tous les bâtiments, dans tous les immeubles possibles qui étaient en train de lancer des missions interstellaires, mais on n'a rien trouvé. On a cherché dans tous les laboratoires, mais on n'a rien trouvé non plus. Une fois qu'on a cherché un peu plus profond, nous sommes descendus au rapide qu'il y avait en dessous. Nous sommes descendus au rapide qu'il y avait juste en dessous de la ville. J'ai levé les yeux et j'ai vu tous ces bâtiments, toutes ces chutes d'eau tomber dans les rapides. J'ai vu tous ces immeubles construits juste au-dessus des rapides. J'ai vu ce site de forage tout au fond de la ville, avec cette foreuse qui s'enfonçait dans les rapides. Il y avait un tourbillon, un vortex d'eau qui passait autour de la foreuse.
La foreuse s'enfonçait à des millions de kilomètres. Je me suis peut-être dit que la pierre était juste au fond, tout au bout de la foreuse, qui touchait le sol sous l'eau. Arrivé à Modrox, la seule chose que nous avons trouvée dans les immeubles, la seule chose que nous avons trouvée dans les tours, la seule chose que nous avons trouvée dans cette salle de réunion qui devait certainement lancer des projets interstellaires, la seule chose que nous avons trouvée dans un ancien immeuble effondré, lorsque nous sommes remontés à la surface, dans un ancien immeuble effondré, un immeuble de la NASA, on est rentré, on est rentré dans l'immeuble de la NASA, et la seule chose que nous avons trouvée, c'est des cadavres. On a trouvé des cadavres, des hommes morts, qui avaient littéralement été ouverts en deux dans le dos, et à l'intérieur, il y avait une sorte de résidu vivant, comme des vers qui étaient en train de ronger la chair. Les vers se reproduisaient à l'intérieur de la chair. Les vers se reproduisaient à l'intérieur de la chair. C'étaient des vers blancs, mais ils étaient couverts de sang. Ils étaient couverts de sang et se reproduisaient à l'intérieur de la chair encore chaude, et la peau qu'il y avait au-dessus de la chair, leur procurait un climat. La chair qu'il y avait juste entre la peau et entre la chair humaine, l'endroit où ils s'étaient réfugiés dans la peau, l'endroit où ils s'étaient réfugiés dans le dos, la chair et la peau, qui étaient encore chaudes et encore fraîches, leur procuraient une sorte de climat tropical qui était apte à leur vie. Ils étaient en train de vivre à l'intérieur des humains. Ils étaient en train de vivre à l'intérieur des humains. Et j'ai ouvert un humain en deux avec un couteau. J'ai sorti un petit couteau pour pouvoir écarter les os. J'ai écarté les os, et en écartant les os, en ouvrant la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, dans les vertèbres, j'ai pu remarquer des œufs blancs, de tout petits œufs blancs, avec à l'intérieur une sorte de petite spirale qui bougeait un petit peu. C'étaient des œufs de verre. Et cette petite spirale qui bougeait un petit peu, c'était un ver qui était en train de vivre à l'intérieur de l'œuf. Il y avait certains œufs qui étaient éclos entre les vertèbres. J'ai alors décroché les côtes, et j'ai dû décrocher l'os qu'on a au milieu des côtes. J'ai décroché cet os qu'on a au milieu des côtes, et à l'intérieur, j'y ai trouvé un énorme ver blanc. Il était couvert de sang. Il s'était nourri du cœur. Quand j'ai enlevé le cœur était troué. Il était troué. J'ai pris le cœur en main, et quand je l'ai pris, j'ai pu y enfoncer mes doigts à l'intérieur tellement il y avait des trous. J'ai retiré les côtes, et entre les côtes, il y avait des vers qui s'étaient réfugiés dans la chair, qui s'étaient réfugiés juste à l'intérieur de la peau. La peau, comme je l'avais dit comme je l'avais dit à Denver, la peau leur procurait justement un climat tropical qui était exemplaire, un climat tropical qui était juste apte à leur vie. Ils avaient besoin de chaleur, mais en même temps ils avaient besoin d'humidité. Le sang leur procurait l'humidité, la chair et la peau leur procuraient la chaleur. Le corps entier leur procurait le climat idéal. De la chair pour se nourrir, de la peau pour se protéger de la chaleur, de la peau pour se protéger du soleil. Le sang qui était froid et qui était chaud en même temps. Pour les cadavres, le sang qui était froid leur procurait un climat idéal. Le sang qui était chaud pour les corps frais leur procurait un climat idéal et un climat qui était tempéré. On a alors récupéré quelques vers qu'on a montés dans le vaisseau. On les a mis dans un incubateur, et à l'intérieur d'un incubateur, on a accéléré le fonctionnement du ver. On a accéléré son fonctionnement génétique, on a accéléré son fonctionnement de développement, on a accéléré son fonctionnement mental et psychologique, et on a vu que les vers ont commencé à s'affoler. C'étaient des vers qui n'avaient ni conscience. C'étaient des vers qui n'avaient ni conscience de ce qu'ils faisaient. C'étaient des vers qui agissaient selon leurs instincts. C'étaient des vers qui agissaient selon ce qu'ils sentaient, selon ce qu'ils voyaient, selon ce qu'ils sentaient, selon ce qu'ils goûtaient. Ils agissaient selon leurs sens. Et on a accéléré leurs sens. On a accéléré leur sens de la vue, le sens du goût, le sens du toucher. On a accéléré tous leurs sens. Même leur instinct.
Leur instinct en particulier, on l'a accéléré. Les vers ont commencé à s'affoler. On commençait à essayer de manger le, on commençait à essayer de manger le verre du cube d'un. Ils ont commencé à essayer de manger le verre du cube d'un incubateur, mais ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis du cube d'un incubateur. Ils ont essayé de manger la vitre, le verre. Le verre a essayé de manger d'autres vers qui étaient avec lui, d'autres vers qui étaient participants à l'expérience. Quand on les a enlevés, on les a mis dans un cadavre. Ils l'ont dévoré en à peine 1 minute, alors que dévorer un cadavre entier pour un seul ver prenait au moins 2 ou 3 jours. Modrox, nous y sommes partis tout de suite. Les ailes se sont déployées. Les ailes se sont déployées de notre vaisseau. Denver est rentré dans le vaisseau. J'ai conduit. Le vaisseau a décollé et j'ai vu la crevasse s'éloigner, petit à petit. Le site de forage était encore actif, mais je suis revenu en arrière pour pouvoir l'éteindre. Nous sommes descendus en rappel tout au fond du vortex et j'ai éteint le site de forage. Clark, qui connaissait le désert par cœur, rassemblait le plus de personnes possible. Elle essayait de créer une légion. Essayons de créer une légion pour pouvoir se battre contre Diosa. Diosa qui était déjà en train de se battre contre Octavia. Octavia et Diosa menaient une guerre sans pitié. Dehors, au pied de la tour de police, il n'y avait qu'une seule chose qu'on pouvait entendre. Les pleurs, les cris, les hurlements, les mères séparées de leurs enfants. Les guerriers qui clamaient haut et fort le nom de Bloodrena. Les guerriers qui clamaient haut et fort le nom de Diosa. Et très fort, ces guerriers étaient en train de battre Diosa. Les guerriers d'Octavia étaient en train de battre Diosa. Tous ces fidèles dans l'arène se mettèrent à genoux, face à des lames, face à des couteaux, face à des haches, face à des objets tranchants, face à des armes que Octavia leur distribuait. Elle passait devant ses fidèles à genoux, enchaînés à l'intérieur de l'arène, en leur demandant si vous êtes réellement un Wanklu, si vous êtes réellement un Wanklu et que vous faites réellement partie de mon peuple, prenez ces armes et battez-vous. Retournons s'asseoir en haut sur son siège. Le sang de ses ennemis sur son front, le sang de ses ennemis sur ses yeux, le sang de ses ennemis sur son visage. Elle se leva et se mit alors juste devant ses fidèles qui étaient avec une arme à la main, levant et clamant le nom de Bloodrena. Une arme à la main, une arme chargée à la main, et pour ceux qui avaient un couteau ou une machette, clamant le nom de Bloodrena. Bloodrena se leva, le dos droit, les épaules redressées, son armure sur les deux épaules. Elle demanda alors à ses fidèles, si vous êtes un Wanklu, prouvez votre valeur, lançant alors un couteau devant chacun de ses fidèles. Ses fidèles récupérèrent alors aussitôt le couteau par terre et se mirent à éviter les coups, à esquiver les coups, à enfoncer les épées dans le corps des étrangers qui étaient sur l'arène. Ce soir-là ou cette nuit-là, peu importe le temps qu'il y avait dehors, s'il y avait une pluie orageuse, ou même si c'était la nuit ou le jour, s'il y avait une pluie toxique, une pluie de débris toxiques, peu importe ce qu'il y avait dehors. Clark, elle, était en train de rassembler une armée pour pouvoir aller battre Diosa. Dans les serres hydroponiques, Clark prit son talkie-walkie. Diosa répondit alors fermement en disant « Oui, en quoi puis-je vous aider ?» Mais elle n'avait pas l'air inquiète. L'air sûr d'elle, elle répondit à Clark « Oui, Clark, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Clark répondit alors « Si tu ne relâches pas Bellamy, si tu ne relâches pas Raven tout de suite, je brûle les serres hydroponiques. Et je sais très bien qu'à l'intérieur, tu y as gardé tous tes vivres, tu y as gardé ton eau, tu y as même gardé à l'intérieur certains de tes guerriers. Je brûle les serres hydroponiques si jamais tu ne relâches pas. Si jamais tu ne relâches pas Bellamy,
Raven, Murphy. Si jamais tu ne relâches pas mes amis, je les brûle directement. Et sache qu'à la main, je tiens un bidon et un baril d'essence. Alors qu'elle avait déjà envoyé des guerriers. Rejoindre Clark au cerf hydroponique. Tout de suite, elle se dirigèrent alors à côté de Raven. Raven qu'elle avait pris en assaut, juste devant les écrans de son vaisseau. Lui demandant alors, en prenant son talkie-walkie, demandant à toute l'armée qu'elle avait envoyée voir Clark. Elle demanda à son armée, non, lâchez les armes. Elle entendit à travers le talkie-walkie les armes tomber, et son armée se retournait vers le vaisseau. McCreary prit alors les armes, et tout de suite, Diyoza dit alors, lâche cette arme. McCreary lâcha l'arme, et prit alors ensuite le talkie-walkie qui était accroché à l'arme. Il le décrocha et demanda alors à Diyoza, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me chercher Clark, vous me la bandez, vous lui bandez les yeux, vous lui bandez la bouche, et vous me l'amenez, vivante. Elle reprit le talkie-walkie juste à côté de Raven, qui était en train d'essayer de repérer l'Aegis 4, et qui était en train d'essayer de récupérer la mission de l'Aegis 3. Elle prit alors son talkie-walkie, et à ce moment, Diyoza dit alors à McCreary, je la veux vivante, tu me la portes vivante. Au vaisseau, 2 portes se sont alors ouvertes, et McCreary déposa alors Raven. McCreary déposa alors juste devant Raven, et Raven, qui s'était levé, vit alors Murphy à genoux, avec Bellamy et Clark, qui étaient tous les 3 les uns à côté des autres. McCreary se trouvait derrière, avec un fusil pointé sur le dos de Clark, et juste 2 guerriers à côté, avec un fusil pointé sur le dos de Murphy, et un autre fusil chargé sur le dos de Bellamy. À ce moment-là, elle demanda à Raven tout de suite de se lever, une arme pointée sur la tempe. Raven demanda alors à McCreary. De ne pas les tuer. Elle ne se mit ni à genoux. Pour faire ça, mais elle se retourna, essayant alors de reprendre l'arme de Diyoza. Elle se retourna, elle essaya de prendre son arme, mais Diyoza la plaqua au sol. La plaquant au sol, elle reprit son arme, elle récupéra ça, en disant « Merci, ça c'est à moi ». Raven se retourna avec un collier électrique au cou. McCreary alluma le collier électrique. Raven commença à transpirer. Elle était en train de subir les chocs électriques après chocs électriques. Murphy était juste à côté d'elle, subissant choc électrique après choc électrique. À un moment, Diyoza regarda les écrans. L'Aegis 3, la mission de l'Aegis 3 avait été déverrouillée par Raven. Diyoza s'abaissa et regarda Raven. Elle regarda Raven dans les yeux, avec juste un genou à terre, en lui disant « Merci » et en lui montrant un écran sur lequel l'Aegis 3, la mission de l'Aegis 3 avait été déverrouillée. Elle demanda alors à Raven d'envoyer une retransmission en direct de Murphy, de Bellamy et de elle-même qui était accrochée avec ses colliers électriques et qui était bandée dans la bouche et qui était bandée dans les mains derrière le dos. Elle demanda alors d'envoyer une retransmission en direct. Ensuite, elle lui lâcha les mains. Elle coupa les bandeaux qu'elle avait juste derrière elle, qu'elle avait dans son dos. Elle lui libéra les mains uniquement pour pouvoir envoyer cette retransmission en direct. Elle lui avait expliqué justement comment envoyer la transmission en direct. Ensuite, elle est venue aux côtés de Diyoza et a envoyé la retransmission. Clark reçut la retransmission et regarda alors ce qui se passait dans le vaisseau de Diyoza. Au moment où elle allait mettre le feu, Diyoza lui dit alors « Tu en es bien sûr de vouloir le faire ?» Clark lâcha le bidon d'essence et Diyoza entendit le bidon d'essence tomber.
Elle raccrocha, juste au moment où Clark put entendre. C'est bien ce que je pensais. À ce moment-là, Clark envoya alors sa légion d'armée avec des armes chargées. Les Sanclos et les Triclos étaient partis voir juste devant le vaisseau. Diosa ouvrit son vaisseau, mais elle tournait alors juste le dos vers McCreary. Elle tourna le dos à McCreary en lui demandant d'allumer deux réacteurs. Raven essaya de se diriger vers les commandes du vaisseau. Mais tout de suite, Diosa la repoussa vers le sol. McCreary alluma son collier et elle reprit alors une décharge de 200 joules. Presque morte à terre en train de transpirer. Un genou à terre, Diosa regarda Raven en lui demandant de tourner les réacteurs vers l'avant. Elle se mit alors à brûler toutes les personnes qu'il y avait devant son vaisseau. Diosa n'hésita pas une seconde à tourner les réacteurs vers l'avant et à brûler toutes les légions que Clark avait envoyées. Clark arriva devant le vaisseau et ne trouva que ces légions mortes, brûlées et calcinées, et les armes par terre, désarmées et brûlées, fondues par rapport à la puissance des flammes qui sortaient des réacteurs. Chaque jour passé sous terre, chaque jour passé dans ce bunker, on comptait les rations. On comptait les rations de ce qui nous restait. Il nous restait pas grand-chose. Parfois, on pouvait même sentir la terre trembler. Il nous restait pas grand-chose. On comptait les rations. On comptait les bidons d'eau qu'on avait mis les uns à côté des autres. On pouvait compter les bidons d'eau qu'on avait mis les uns à côté des autres, qu'on remplissait à ras-bord. On était obligé de remonter à la surface pour trouver ne serait-ce qu'un petit endroit où il y avait de l'eau. On était obligé de remonter à la surface, on trouvait un endroit où il y avait de l'eau, on remplissait un bidon entier. On revenait au bunker, et une fois qu'on était revenu au bunker, on prenait le bidon d'eau, on mettait un filtre juste au-dessus du deuxième bidon, et on remplissait le deuxième. On partait, et on allait en chercher un autre. On traînait le bidon par terre le long de la durée qu'il fallait pour pouvoir trouver un espace avec de l'eau. On remplissait ce bidon et on revenait. On faisait le chemin inverse et on remplissait le deuxième bidon avec un filtre. Tous les soirs, on comptait les rations. On comptait les rations de plats à réchauffer avec de l'eau. On regardait s'il nous restait assez de gaz pour pouvoir avoir du feu, pour pouvoir avoir de la chaleur. De temps en temps, quand on dormait la nuit, on arrivait à entendre les plaques tectoniques bouger autour de nous. On sentait pas les tremblements, mais on arrivait à les entendre. C'était spécial. 1384 jours, 75 années, mais 1374 jours à passer sous terre, à compter les rations, à regarder les heures passer, à rester assis dans un coin. La seule fois où nous sommes sortis, j'ai trouvé un cadavre complètement mangé jusqu'à l'os. Il ne restait que quelques cafards et quelques insectes qui avaient survécu. Il ne restait plus que quelques cafards et quelques insectes qui avaient survécu aux vagues toxiques. Ces quelques cafards, ces quelques insectes qui avaient mangé les cadavres jusqu'à la moelle, qui avaient mangé les cadavres jusqu'à l'os, avaient survécu aux vagues toxiques, avaient survécu aux vagues de radiation. Ils avaient survécu aussi aux vagues de sable, aux tempêtes de sable énormes qu'on pouvait entendre frapper contre le hublot quand on s'approchait du hublot. Un jour, je me suis approché d'un hublot et j'ai vu une femme complètement couverte de griffures. Elle était couverte de griffures, de profondes griffures. Elle était couverte de plein de plaques rouges. Elle m'a regardé, m'a supplié de la laisser entrer. J'avais déjà ma main sur la poignée, mais je l'ai vue couverte de plaques rouges, couverte de griffures, couverte de plaies ouvertes. Elle m'a regardé et j'ai vu qu'il y avait une sorte de matière noire et aussi un petit peu jaune et orangeâtre, une sorte de sang rouge, jaune, orangeâtre qui sortait un petit peu de ses blessures. Ses yeux étaient en train de pleurer. Et ne s'arrêtaient plus. Elle m'a supplié de la laisser entrer. Elle avait beau essuyer ses yeux,
Elle avait beau essuyer ses yeux, ça ne fonctionnait pas. J'ai voulu la laisser entrer, mais on a rattrapé ma main et on m'a dit non. J'ai alors été compter les rations, tout de suite. Je me suis enfermé. Les seules fois où je suis sorti, c'était pour regarder le désert. Et au bout du désert, j'avais l'impression qu'il y avait une chaîne de montagnes. Mais c'était pas une chaîne de montagnes. Parce que plus on s'approchait, plus on pouvait voir que c'était des centaines de tours. Des centaines de tours qui étaient complètement effacées, complètement détruites, qui étaient effondrées l'une sur l'autre. Il y avait la statue de la liberté, tombée sur le sol avec le bras arraché. Son bras avait été transporté de l'autre côté de la ville. Il avait été écrasé contre une tour. Toutes les tours, les unes après les autres, étaient effondrées et formaient un énorme cercle, une sorte d'enceinte, juste autour du bunker, qui était en plein milieu, en plein milieu, en plein milieu de ce cercle formé par les tours, formé par la ville et les tours qui s'étaient effondrées. Le bunker était au milieu. On ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas sortir à moins de déchirer nos combinaisons. Il fallait prendre les combinaisons en métal. Il fallait prendre les combinaisons en titane pour pouvoir sortir. Mais quand on sortait, on trouvait simplement une tonne de cadavres mangés par les insectes. On trouvait simplement une tonne de cadavres mangés par des insectes, des cafards. On ne pouvait même pas trouver des larves ou alors encore des mouches qui mangeaient les cadavres. Il n'y avait même plus de chair sur les cadavres. C'était impossible de trouver des larves ou des vers qui mangeaient les cadavres. C'était impossible parce qu'on appelait ça l'hiver de feu. Le sable était tellement brûlant, était tellement coupant, que les seules personnes qui étaient restées dehors se mettaient à brûler, comme si elles se mettaient à brûler de l'intérieur. Comme si elles se mettaient à brûler de l'intérieur, l'hiver de feu ou alors les tempêtes de sable qu'il y avait dehors te faisaient tellement mal que c'était comme brûler de l'intérieur. C'était comme une immolation. C'était comme immoler quelqu'un, se sentir immolé tout de suite. Moi, je préfère rester seul à l'intérieur. Je préfère rester seul à l'intérieur et passer des milliers de jours à compter les rations que sortir pendant l'hiver de feu pour essayer de trouver un endroit en ville autour de cette enceinte, plein de, plein de, de tours qui étaient tombées par terre, plein de rues qui étaient fissurées, plein de trous dans les rues, plein de voitures accidentées, plein de personnes mortes, plein de cadavres sur les rues. Au lieu de sortir dehors, je préférais compter les rations et je préférais sortir dehors de temps en temps pour aller récupérer de l'eau et pour la filtrer ensuite. Je comptais les rations d'eau que nous avions. Il nous restait encore des milliers et des milliers de jours à passer sous terre. Si le silence était bel et bien mortel, cette maison avait coûté la vie à plusieurs personnes. Alors que le soir, je m'étais couché dans mon lit. J'étais déjà les yeux fermés, avec mes deux mains sous ma tête et mon oreiller. Alors que je pouvais sentir la chaleur de la couverture sur mon corps, alors que je pouvais sentir la forme de mon corps sur le matelas, alors que je pouvais sentir aussi mon corps se dessiner soigneusement sur le matelas, que je pouvais sentir mon corps s'affaisser sur le matelas, la lourdeur de mon corps, de mes muscles, de mes organes, la lourdeur de la peau, la lourdeur de la chair, alors que je pouvais sentir tout de moi, les yeux fermés, en dessous du lit. J'ai commencé à entendre les grattements. Ensuite, la nuit venue, il devait être peut-être minuit. J'ai commencé à entendre une respiration. J'ai suivi cette respiration peut-être pendant 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, avant d'arriver à une armoire. L'armoire était ouverte, et juste devant, il y avait des marques, comme si on avait gratté au sol, comme si quelqu'un avait gratté ses mains jusqu'au sang, comme si cette personne avait gratté le sol avec ses mains et avec ses ongles jusqu'au sang, jusqu'à ce que ses ongles se cassent, jusqu'à ce que la kératine de ses ongles se casse, jusqu'à ce que ses ongles tombent de sa main, jusqu'à ce qu'il frotte le sol, le plancher, jusqu'à ce que le plancher soit griffé, à tel point que ses mains soient recouvertes de sang au bout. J'ai regardé
J'ai regardé ça pendant longtemps. J'ai eu l'impression qu'on m'observait. J'ai regardé en haut de l'escalier et je n'ai rien vu. Le lustre se balançait au-dessus de moi. Si le silence dans cette maison devait être un meurtre, la maison serait l'assassin de beaucoup de personnes. Je me suis retourné vers l'armoire. J'ai écarté les vieilles robes qui pendaient sur des cintres, et j'ai regardé à l'intérieur. Un noir intense et complet, à travers lequel je ne pouvais rien voir. Un silence à travers lequel je ne pouvais rien entendre. Comme si dans cette maison, en dehors de ma chambre, c'était un nouveau monde à découvrir, un nouvel endroit à découvrir. Un nouvel endroit plein de démons, un nouvel endroit plein d'esprits, un nouvel endroit couvert d'un long silence, un long silence qui ne se terminera peut-être jamais. Je suis allé dans la cuisine, et dans la cuisine, une femme avec une longue robe blanche et une autre femme avec une longue robe blanche. La première femme n'avait pas de visage. La deuxième femme n'avait pas de visage et couvrait son visage avec un voile blanc. Elle avait les cheveux à l'air. Elle avait des cheveux si lisses qu'ils flottaient dans l'air avec les mouvements de ses épaules, avec les mouvements de ses bras. Elle dansait la valse lentement avec l'autre femme. Le tissu de sa robe était si lisse et si fin qu'il pouvait flotter dans l'air avec le mouvement de ses jambes et de ses hanches. En silence, elles étaient là. Et soudain, la musique s'est mise à tourner. J'ai été voir le tourne-disque dans la salle de bal. Et dans la salle de bal, j'ai vu des gens avec des yeux crevés. J'ai vu plein de personnes avec des yeux crevés, en train de parler. Une salle de bal remplie de personnes, comme si à l'intérieur de cette salle de bal, il y avait des festivités. À l'intérieur de cette salle de bal, il y avait des festivités. Et j'ai regardé les gens. Les gens avaient des yeux crevés. Leurs yeux étaient fondus. Il y avait des restants de leurs yeux, de leurs iris et de leurs pupilles, sur le bord de leurs yeux, et à l'intérieur de leurs orbites, il y avait de la fumée qui sortait, une vapeur chaude et brûlante, comme des braises encore oranges, lorsqu'on a jeté de l'eau sur un feu, comme des braises qui étaient encore en train de brûler, lorsqu'on a étouffé le feu avec du bois. Comme lorsqu'on a étouffé le feu avec du bois, ou lorsqu'on a étouffé le feu avec une bûche de trop. Les braises encore orangeâtres étaient à l'intérieur de leurs yeux. Des braises comme par exemple, si je devais prendre un exemple de ce que je voyais, c'était des braises, des morceaux de lave qui coulaient le long de leurs yeux. De la lave noire, mais à l'intérieur, des morceaux de rochers, de roches en fusion, des morceaux de roches en fusion, qui étaient orangeâtres, qui brûlaient encore. Et à travers leurs yeux, j'entendais les cris, et le sang coulait, le sang versait sur le sol. Ils marchaient et s'approchaient de moi. Ils étaient habillés avec des vêtements anciens, avec des voilettes, des pincettes sur le côté. Ils avaient des cils assez fins pour les jeunes femmes, des voilettes avec des pincettes pour les femmes, des chapeaux et des hautes formes pour les hommes. Les femmes étaient vêtues de longues robes, souvent sombres, mais de couleur rouge sombre, mauve sombre, ou alors de couleurs très claires comme le beige ou le blanc. Elles étaient toutes en train de me regarder et avaient les yeux crevés. Leurs dents étaient arrachées, leurs lèvres étaient couvertes de sang, leur visage était déformé d'une haine et d'une douleur, et elles me regardaient. Sans cesse de pleurer, une femme était à genoux, son enfant était tenu par des barres en fer. Un homme s'approchait, son bourreau certainement, avec à l'intérieur d'un chaudron, un petit chaudron noir, les mêmes braises qui étaient en train de brûler et qui étaient encore oranges. Un homme forçait le jeune enfant à ouvrir la bouche. Une jeune fille à ouvrir la bouche, lui mettait à l'intérieur les braises. Sa langue fondait sous la lave. Et sous la chaleur intense qui brûlait la chair.
La jeune fille a commencé à souffrir et à hurler. En hurlant, elle a ouvert sa bouche, sa mâchoire s'est défaite à cause de la chaleur. Sur le côté, ses joues, ses fossettes et ses yeux sont tombés, ses fossettes, ses joues et les os de ses paumes, et les os des paumes de ses mains se sont alors défaits. La chair a commencé à tomber, laissant ce bruit par terre chaque fois qu'un morceau de chair tombait. Chaque fois qu'un morceau de chair tombait, laissant ce bruit par terre d'un morceau visqueux, organique, d'un morceau visqueux organique qui tombait par terre. Quand j'ai entendu ce bruit organique et viscéral de morceaux de chair qui tombaient par terre, encore humides avec de l'eau à l'intérieur et du sang, des fluides, j'ai ramassé un morceau de chair et j'ai vu cette fille qui s'est mise à hurler. Ses joues se sont mis à fondre. J'ai vu apparaître l'os sous la mâchoire et les morceaux qui étaient en fusion, les morceaux de pierre en fusion qui tombaient juste sous sa bouche. Cette maison était un véritable cauchemar. Y passer une nuit était un véritable cauchemar. Cette maison était un véritable funérarium. Les seules personnes qui pouvaient s'y rejoindre pour passer un moment agréable étaient les morts. Un véritable silence de mort. Quand je suis arrivé dehors, j'ai vu alors une femme. Elle était couverte de plaques. Elle était couverte de plaques rouges et elle était couverte d'éruptions cutanées. Je me suis mis juste un genou à terre devant elle. Devant elle, j'ai dégainé mon sabre. Et je l'ai regardée dans les yeux. Elle me suppliait de mettre fin à ses jours, d'abréger ses souffrances. Les mains jointes, elle rampait sur le sol, et quand elle rampait sur le sol, ses genoux étaient encore plus griffés, ses genoux étaient encore plus couverts de plaques et d'éruptions cutanées. Je l'ai regardée, elle me suppliait de la regarder dans les yeux. Elle me suppliait d'abréger ses souffrances. Elle avait trop mal. Je pouvais voir qu'elle se grattait. Elle se grattait le ventre. Elle se grattait le ventre, elle se grattait les côtes, elle se grattait les hanches. Elle se grattait jusqu'au sang. Quand elle se grattait, je pouvais voir que sous ses ongles, il y avait du sang. Ses ongles ramassaient le sang que sa chair faisait tomber au sol. Le sang tombait au sol et coulait le long de ses jambes. Sa chair s'arrachait. De manière visqueuse. Elle tombait par terre. Je pouvais encore entendre les bruits des fluides, comme le sang et comme ses larmes, ou comme l'eau qu'il y avait juste à l'intérieur de sa chair. Je pouvais entendre la graisse de son corps tomber sur le sol, et je voyais les morceaux de chair tomber. Elle se grattait, elle se grattait, elle se grattait. Elle se grattait jusqu'au sang, jusqu'à ce que je puisse entendre qu'elle était en train de se gratter sur les os. J'ai alors entendu la kératine de ses ongles frotter sur les os, et elle m'a regardé. À ce moment-là, elle m'a supplié de mettre fin à ses jours. J'ai pris une pierre et j'ai soigneusement aiguisé la lame de mon couteau. Je l'ai d'abord enfoncée juste sur son front. J'ai enfoncé mon couteau sur son front. Mon couteau était recouvert de sang. J'ai pris un essuie-noir. Et j'ai essuyé la lame. J'ai regardé la jeune femme. Et j'ai mis alors mon fusil chargé sur sa tempe. Je lui ai dit « Est-ce que je peux ?» La jeune femme continuait à me supplier. Elle a commencé à me crier dessus en me disant « Faites-le, faites-le » en tenant le canon de mon fusil. Elle a commencé à appuyer le canon de mon fusil. Je sentais une pression sur le canon de mon fusil qu'elle appuyait sur sa tempe. Elle me disait de le faire. Je ne voulais pas le faire, je la voyais encore en vie. Je me disais qu'il fallait que je la ramène et que je la soigne. J'ai sorti mon sabre et une fois aiguisé, sans hésiter, je l'ai pris par l'épaule. Je l'ai avancé vers moi et du même mouvement de l'autre bras, j'ai enfoncé mon sabre dans son ventre. J'ai alors enfoncé mon sabre dans son ventre et j'ai baissé mon sabre vers le bas. Elle s'est ouverte en deux au niveau des hanches et au niveau du ventre. J'ai vu alors ses organes sortir, mais solidifiés comme du béton.
Elle m'a regardé et a craché du sang. La dernière chose qu'elle ait dite, c'est abréger mes souffrances. J'ai alors pris ses cheveux sur le côté. J'ai pris ses cheveux sur le côté qui sont tout de suite tombés. Je n'y avais même pas mis de pression. J'ai pris ses cheveux sur le côté. Elle est tout de suite tombée. J'ai tiré. Elle est tombée, elle est partie en poussière sous mes yeux. J'ai pris un échantillon de la poussière. J'ai pris un échantillon de la poussière de son corps, de ses cendres, que j'ai mis dans une cuve de refroidissement. Je suis revenu à mon vaisseau. Une fois à la base, j'ai étudié les échantillons. Les échantillons morts étaient finalement encore vivants. Les échantillons morts de cette jeune femme étaient mortes lorsqu'ils étaient sur un hôte qui pouvait être vivant, mais reprenait la vie lorsqu'il n'était plus sur son hôte vivant. C'était comme une sorte de maladie de bactéries. J'ai étudié ça la nuit, et finalement la nuit je suis sorti. J'ai vu une sorte de créature avec de petits yeux blancs s'approcher très vite de moi. J'ai tiré, mais finalement cette chose s'approchait comme si les balles la transperçaient. Elle s'est approchée, elle avait de longues griffes acérées. Elle rampait sur le sol et marchait comme un animal sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, ses talons ne touchaient pas les pieds. Ses talons ne touchaient pas le sol et la pointe de ses pieds touchait le sol. Elle avait de longues griffes acérées, elle avait des longs cheveux noirs et elle me regardait avec des grognements. Avec des grognements, elle me regardait. Je me suis un peu reculé. Avec mon sabre, je l'ai tendu vers elle. Elle s'est reculée. Elle est finalement allée près de mon vaisseau. Elle a rompu la connexion. Elle a rompu la connexion entre le tableau de bord et entre l'endroit où je pouvais mettre de l'essence et du carburant. Elle m'a regardé. Je me suis approché près d'une centrale électrique. Près d'une centrale électrique, je me suis approché, j'ai marché des kilomètres. J'ai ramené une batterie et j'ai rallumé mon vaisseau. Une fois que je suis parti, j'ai étudié ces créatures la nuit. Elles ne pouvaient voir que la nuit, car leurs yeux étaient blancs. Leurs yeux étaient blancs et aspiraient la lumière la journée. La journée, elles disparaissaient. Elles étaient toujours là, mais elles disparaissaient. Elles n'étaient plus visibles. Leurs yeux aspiraient la lumière du soleil. Mais lors des éclipses, pendant la nuit, elles vivaient. Lors des éclipses, elles étaient plus intenses, plus violentes. Et elles étaient souvent en groupe. Elles se déplaçaient souvent en groupe. On appelait ça les loups de l'espace. Elles étaient en train de se déplacer. C'était comme des loups, elles se déplaçaient en groupe. Elles avaient un hurlement bien spécial qu'on pouvait entendre au-delà des planètes. Le jour où je suis parti sur une autre planète, la planète Alpha, la planète sur laquelle j'étais, sur laquelle il y avait ma base, la base de l'éclipse noire, sur une autre planète, j'ai entendu un loup de l'espace crier. C'était très spécial, mais je pouvais l'entendre depuis la planète où j'avais posé ma base. Depuis Alpha, une autre planète. Depuis une lune sur laquelle j'avais été pour récupérer un échantillon. Un jeune loup de l'espace s'est approché de moi. Et il m'a regardé avec ses yeux blancs et ses longues griffes. Ses longues griffes, son corps très mince, sa longue queue en pointe. Une longue queue en pointe noire, très très longue. Ses pieds vers l'arrière qui se pliaient à l'envers, du sens dans lequel se plient mes jambes. Il m'a regardé, et puis il est parti en courant. Il se déplaçait sur le côté, mais courait comme un vrai animal. Quand je suis rentré, je les ai observés par une vitre teintée. Ils ne me voyaient pas, et il y en a un qui s'est approché très près. Il a mis ses griffes sur la vitre, et j'ai vu alors ses griffes, griffées le long de la vitre. Il est resté là un instant, m'a observé. Quelques-uns se sont approchés, 2, 3, 4, peut-être 5. Ensuite, ils sont tous partis. Je suis sorti. Dehors, j'ai ouvert la porte. Dehors, j'ai essayé de les voir, mais ils étaient déjà sur Alpha. Ils avaient déjà sauté de la planète et étaient arrivés sur Alpha. Il n'y avait que un seul mot pour décrire ce que je ressentais. Impie. Je ressentais une forme de silence impie
tout autour de moi. Tout autour de moi, je ressentais une forme de silence impie. Ce silence si brut, ce silence si brutal, si dédaigneux, ce silence auquel je ne pouvais même pas donner un nom. Je ne sais même pas si je pouvais appeler ça le silence. Pour moi, ce n'était même pas le silence, c'était la mort. Pour moi, ce qui régnait autour de cette maison, ce qui rôdait autour de cette maison, était certainement quelque chose sans âme. Ce qui devait être autour de cette maison n'était ni un démon, ni un esprit. Ce qu'il y avait autour de cette maison, c'était bien pire. C'était bien pire qu'un démon. C'était bien pire qu'un esprit. C'était bien pire qu'un esprit perdu, qu'un esprit tout simplement qui hante un lieu, un esprit qui s'accroche à un morceau de terre, un esprit qui s'accroche à une maison, un esprit qui s'accroche à un meurtre, un esprit qui s'accroche à une personne. C'était bien pire que tout ça. Ce qui régnait autour de cette maison, c'était une secte. Il y avait une secte, un culte, et j'étais bien placé pour savoir que les cultes sont prêts à aller très loin. Les cultes ont toujours un prince un prince des ténèbres qui règne sur chacun de ses fanatiques. Les fanatiques sont prêts à vouer leur âme à n'importe qui. Quand je suis arrivé dans cette maison, j'ai vu un bûcher juste devant l'entrée. Si ça se trouve, le duc et sa femme avaient brûlé quelqu'un pour une simple petite faute, et son corps était encore là, la tête baissée vers le bas, les cheveux qui étaient encore en train de brûler, encore l'odeur des cendres, encore l'odeur du corps, encore l'odeur du corps sous les flammes, encore l'odeur du corps qui était mangé par les corbeaux, encore l'odeur du sang, le peu de sang qui restait, le peu de sang qui restait, mangé par le corbeau sur son bras, mangé par les corbeaux qui sont tout autour de lui, pour le peu de sang qui restait sur son bras, pour le peu de sang qui restait à l'intérieur du corps, et j'ai regardé. J'ai regardé ce corps brûlé, j'ai regardé cette peau brûlée, j'ai regardé ce visage difforme, j'ai regardé ces pieds qui ne ressemblaient plus à des pieds, mais simplement à de vulgaires squelettes. J'arrivais à voir la forme de ces phalanges sur ses mains. J'arrivais à voir la forme de ces phalanges et des os des doigts et des os des pieds. J'arrivais à les remarquer. La peau était tellement brûlée qu'elle était tombée. Si ça se trouve, le cadavre était là depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. J'imaginais qu'il avait été brûlé il n'y a pas longtemps. Cette maison est vouée par un culte. Toute une ville entière autour de cette maison. Chaque jour vient la voir. Une jeune femme s'était recueillie, avec une voilette noire sur le visage, un rouge à lèvres noir, du vernis noir, la moitié du visage brûlé, du vernis noir, du rouge à lèvres noir, pour le peu des lèvres qui étaient encore normales, pour le peu de son visage qui était encore normal et satisfaisant à regarder. Son visage brûlé, lui, n'avait pas de maquillage. Elle s'est tournée vers moi du côté de son visage brûlé, et je l'ai remarqué. 2 hommes sont arrivés tirant un cercueil rempli avec un cadavre. Le cadavre, lui, avait un pied qui dépassait. Dans le pied, il y avait une ouverture, certainement faite au couteau. À l'intérieur de cette ouverture, il y avait des mouches et des larves. L'ouverture avait été faite sûrement il y a longtemps. Elle avait été faite il y a longtemps. Le sang avait séché. Tout autour, c'était rouge. L'ouverture était enflée. Sa jambe était enflée et gonflée. C'était mauve tout autour à cause du sang séché et à cause d'à l'intérieur peut-être du sang qui avait séché sous la peau.
Les vers étaient en train de ronger la jambe, et de temps en temps un réflexe du pied faisait que son pied bougeait, comme s'il était encore vivant. J'avais la peur qu'il se relève et qu'il me regarde, qu'il se dirige vers moi en courant et qu'il veuille m'attraper. J'avais la peur qu'il me mette sa main sous la gorge et que je puisse sentir alors ses os, que je puisse sentir n'importe quoi. Sous mes pieds, je pouvais sentir le nombre de cadavres qui avaient été enterrés. Lorsque j'ai poussé la porte, j'ai senti un vent froid dans ma nuque. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu une femme me regarder. Elle portait une sorte de haut noir avec une longue robe noire. On ne voyait pas ses jambes. Mais elle était à côté d'un cercueil. Dessus, il y avait une couronne de fleurs blanches. Cette femme me regardait. Elle s'est alors assise sur le sol, juste à côté du cercueil. Elle a commencé à pleurer et à hurler, suppliant le ciel de lui rendre sa fille. J'ai voulu aller la voir, j'avais un peu pitié, mais cette maison était hantée par un culte. Je ne voulais pas m'en approcher, de peur que ce soit un leurre. Derrière elle, j'ai vu apparaître une ombre, et à l'intérieur, quand je me suis retourné, j'ai vu apparaître la même ombre. Je me suis dirigé dans un long couloir rempli de portraits, et tous ces portraits m'observaient. Plus j'avançais, plus j'avais l'impression qu'ils me regardaient. Je me suis un moment retourné, et tous les portraits qui étaient derrière moi étaient effacés. Sur les tableaux, ce n'était plus qu'une toile vierge. Je suis rentré dans une autre salle. Toutes les personnes qui étaient sur les portraits étaient dans cette salle, mortes de la manière dont ils étaient mortes, avec une trace d'ouverture sur la gorge, avec une trace d'égorgement sur la gorge, avec une trace de feu, avec une trace de feu et de brûlure juste sur le torse, avec une trace de coupure sur les épaules, avec une trace de fouet dans le dos. Toutes ces personnes étaient là, devant moi, et me regardaient. Cette maison était vouée par un culte, autant des esprits que des démons, autant des êtres surnaturels, autant des choses qui viennent de la terre que de l'eau. Une croix et une jeune fille au plafond m'a regardé. Elle était attachée au plafond, suspendue au plafond, par ses jambes et par ses bras, qui tenaient à la seule loi de la gravité, à la seule loi de la gravité contre un mur. De ses ongles contre le mur, de ses pieds contre le mur, de ses mains appuyées contre le mur. Elle tenait en haut dans un coin. Elle avait les cheveux raides et noirs, le visage pâle et les yeux bruns. Elle m'a regardé, ses yeux bruns et ses pupilles dilatées à 11%. Elle est tombée et s'est rattrapée sur le sol, comme une bestiole animale. Elle est arrivée vers moi et m'a pris la gorge. Elle m'a parlé en une langue inconnue que je ne connaissais pas. Je l'ai regardée partir en courant. Une porte s'est claquée. Un courant d'air dans ma nuque, et je me suis retourné, et plus personne n'était là. Et tous les portraits avaient regagné leur place. Les plusieurs mots que tu m'avais dit, les plusieurs phrases qui avaient enchanté ma vie, toutes ces choses qui avaient fini par avoir un sens, tout ce que tu avais écrit sur papier. J'étais assis par terre, juste à côté de ta guitare. À un moment, tu es venu t'asseoir à côté de moi. Et tu m'as regardé. Tu as incliné la tête, tu as mis ton bras sur le mien, tu as posé ton avant-bras contre le mien. Tu as mis ton bras sur le mien, ta main que tu as serrée, la chaleur de ta main que j'ai pu sentir. J'ai pu sentir tes cheveux contre ma tête quand tu as incliné la tête et que tu l'as posée sur mon épaule. J'étais en train de lire en braille tout ce que tu avais écrit. J'étais en train de lire en braille tout ce que tu avais écrit. J'étais en train de lire les paroles de tes chansons. Ça parlait de deux personnes peut-être censées nous représenter, peut-être avais-tu changé les noms volontairement. Et je te regardais. Chaque fois que je finissais un refrain, je te regardais. Chaque fois que je finissais
un petit peu de la chanson. Chaque fois que j'avançais, je te regardais. Toi, tu me regardais dans le silence, un silence pur. Tu me regardais dans le silence, un silence pur. Et soudain, tu m'as regardé. Tu m'as mis la guitare sur les jambes. Tu t'es mis près de moi, derrière moi. Tu m'as pris les côtes. Ensuite, tu as posé tes mains sur mon bassin, juste en dessous de mon ventre. Tu as passé tes mains juste autour de ma taille. Juste autour de ma taille, sur mon ventre, tu as passé tes mains. Tu les as un peu relevées. Tu les as un peu relevées, tu m'as regardé. Tu as posé ta tête sur mon épaule. Je me suis alors appuyé un petit peu contre toi. Tu étais appuyé contre le mur. Tu as mis tes bras le long des miens. Et tu m'as aidé à jouer la guitare. Tu m'as montré comment positionner mes mains, mais en silence. Tu me montrais comment positionner mes mains sur le manche. Comment, comment mettre mes doigts sur les, comment mettre mes doigts sur les cordes de la guitare. Et tu me disais tout ça en silence. Certaines personnes ont besoin d'échanger et de parler. Certaines personnes ont besoin de parler avec des mots, avec des phrases. Certaines personnes ont besoin de se dire des longues phrases interminables, tandis que toi, tu me dis des longs silences interminables. Alors que toi, tu me dis des longs silences interminables, et à travers ça, j'entends des paragraphes. À travers ça, j'entends des paragraphes plus longs qu'un livre de 100 pages. À travers tout ce que tu me dis, à travers tout ce que tu me dis, enfin, tout ce que tu me dis dans ton silence à ta manière, j'entends, j'entends des livres et des livres et des livres, des tonnes de livres beaucoup plus grands que ceux que je peux lire le soir à tes côtés. J'entends des tonnes de pages, j'entends des tonnes de phrases quand tu me parles dans ton silence que tu me montres. Je suis à côté de toi. Ce soir-là, tu étais couché sur le fauteuil. Tu étais couché sur le fauteuil éclairé par une certaine lumière blanche qui venait peut-être de la maison voisine ou alors peut-être des lampadaires sur la rue. Il y avait une voiture garée dans l'allée. J'ai été ouvrir. J'ai été ouvrir et cette voiture garée dans l'allée, c'était celle de ma mère. Ma mère est descendue, habillée. Ma mère est descendue, habillée avec un vêtement noir, et une autre chemise blanche. Elle m'a regardé. Nous étions tous les deux dans le salon. Elle s'est jointe à nous juste à côté du feu ouvert, avec son vêtement noir, un bustier noir. Elle portait un jeans. Elle portait un jeans. Et juste sur ce jeans, il y avait des broderies très très belles. Elle nous a regardés. Elle nous a regardés tous les deux. Nous étions assis sur le fauteuil, avec les broderies que je pouvais apercevoir. Les broderies noires sur son jeans noir. Elle avait une épingle. Elle avait une épingle juste juste au bord de son jeans, taillée en épingle. Taillée en épingle, elle avait accroché un petit bout de tissu. Elle avait accroché un petit bout de tissu à son jeans. Son jeans noir avec les broderies, elle y avait accroché un petit bout de tissu, un genre de foulard complètement noir. Il n'y avait pas de motif, il était juste uniforme. Mais à la lumière du feu ouvert ou à la lumière qui rendait entièrement une lumière blanche sur le fauteuil noir, on pouvait y apercevoir un dessin apparaître, un dessin floral, d'énormes fleurs, d'énormes roses ouvertes et de petites fleurs un peu plus petites et noires. Elle avait accroché ça, elle l'avait épinglé à son jeans noir. Elle s'est assise avec son bustier noir, un bustier laissant apparaître juste ses épaules et laissant apparaître aussi son dos. On pouvait voir, on pouvait voir se contracter les os de sa colonne vertébrale et on pouvait voir se contracter ses omoplates. Avec son bustier dos nu et épaules nues, avec une petite chemise blanche sur les épaules, elle nous a regardé, nous a demandé comment ça allait. Elle redressait ses cheveux vers l'arrière et moi, je t'ai regardé avec ta guitare. Tu as posé ta guitare sur le côté
et tu t'es avancé comme intéressé, même si tu ne savais pas dire grand-chose, tu t'es avancé comme intéressé. Tu me parlais dans un silence. Enfin, dans un silence, comme tu étais muet, tu me parlais avec le langage des signes, et ensuite, tout ce que tu avais envie de lui dire, je lui disais. Elle s'avançait vers toi et elle te regardait. Elle n'avait pas appris à parler le langage des signes. Par contre, elle savait me parler à moi. Je faisais l'intermédiaire entre ma mère et toi, et tu lui parlais. Tu la complimentais. Tu la complimentais d'être venue te voir. Tu la complimentais d'être venue de temps en temps à un café ou à un restaurant sur lequel tu te produisais sur scène. Tu la complimentais de venir te voir. Moi, j'étais à côté de vous deux et je vous ai. Moi, j'étais à côté de vous deux et je faisais l'échange. Je faisais l'échange d'intermédiaire entre votre discussion. De temps en temps, de temps en temps, je m'immisçais un peu dans la discussion. Je glissais un mot ou deux, que je retranscrivais avec ce que tu lui disais. Et tu me parlais en langage des signes. Les mouvements que tu faisais étaient si beaux que ça paraissait être une poésie à mes yeux. Le soir même, quand elle est partie, quand j'ai vu sa voiture, sa grosse berline noire partir, son SUV noir aux vitres teintées partir, quand je l'ai vu s'en aller et que je suis resté devant la maison, quand j'ai vu son SUV aux vitres teintées partir et aux phares avant blancs éclairer la rue, j'ai vu les phares arrière s'éloigner. Une fois qu'ils étaient partis de l'autre côté de la rue, j'ai ouvert la porte de la maison. Je me suis assis dans l'entrée un instant et tu es venu à côté de moi. Tu m'as demandé en langage des signes ce qui n'allait pas. J'ai fermé la porte et nous sommes allés dans le salon. Je t'ai parlé en regardant les flammes. Tu avais compris que quelque chose n'allait pas. Effectivement, quelque chose n'allait pas, mais le lendemain matin, lorsque nous sommes allés nous coucher, lorsque nous sommes allés nous coucher, le soir, le lendemain matin, tout allait mieux. Je ne sais pas ce qui n'allait pas clairement, mais quelque chose avec ma mère. C'était peut-être le fait que tu ne saches pas lui parler. Je ne sais pas. J'étais un peu perdu. J'étais un peu perdu, comme si devant moi j'avais un océan de brouillard et de flou. Devant moi, comme si j'avais un océan de brouillard, de flou. Comme si j'étais perturbé et confus. Je ne comprenais pas. Mais quelque chose n'allait pas, il suffisait que je trouve quoi. Je savais que tu allais m'aider. Il suffisait peut-être que j'écrive une chanson avec toi, qu'on se mette dans ton local, que tu prennes ta guitare et qu'on joue ensemble. Peut-être que ça allait faire partir cette confusion et ce flou, ce brouillard que j'avais devant les yeux, afin de comprendre ce qui n'allait pas.